Bonsoir, je suis très heureux de voir autant de monde aujourd'hui à notre rencontre. Les rencontres avec l'Algérie qui sont organisées par l'Association des Amis de l'Algérie que je préside sont des événements qui parlent de ce pays qui est l'Algérie, mais aussi ses hommes avec un grand H. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans cet espace l'Ouest France et je tiens à remercier énormément Anne Serran de nous avoir permis d'accueillir nos invités. Mohamed Ben Chikou, un grand monsieur, je vous demande de l'applaudir, qui a fait le trajet Paris-Rennes et qui nous a honoré de sa présence pour cette rencontre avec l'Algérie. Hassan Zerrouri, qui est journaliste et écrivain aussi à l'Humanité, le soir d'Algérie, mais aussi le matin. Et Youssef Rzoug, qui est aussi journaliste et ancien rédacteur en chef du journal Le Matin, qui a disparu malheureusement. Voilà. Nous allons poser dans un ordre chronologique, puisqu'on va parler de l'avenir de l'Algérie. Nous allons parler du passé, du présent et de l'avenir. Vous pouvez en même temps m'interpeller pour poser vos questions. On a normalement 3 quarts d'heure avec nos invités. Posez clairement les questions à nos invités pour qu'ils puissent vous répondre. Quel avenir pour l'Algérie et quel avenir pour le monde? Mohamed. Je ne m'attendais pas à cette question, mais bon. Je crois que c'est lié. Je crois que l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est qu'elle n'est pas, à l'heure qu'il est aujourd'hui, elle ne fait pas partie de ce monde. Elle s'est isolée au point que, on peut dire les choses comme ça, qu'en 1830, la France avait envahi l'Algérie, et un siècle et demi après, c'est la France qui a peur que l'Algérie l'envahisse. Mais seulement l'envahissent pas pour la coloniser. L'envahissent pour échapper à leur propre nation, qui est actuellement dans l'incertitude. Qui est actuellement, ce qui explique le livre que nous avons essayé de faire avec le concours de plusieurs universitaires, de spécialistes, ce qui nous attend. C'est-à-dire que c'est un pays sans le sou. Aujourd'hui, l'Algérie, qui était riche de ses réserves pétrolières, de ses hommes, est aujourd'hui un pays sans le sou. Nous vivons sur des réserves d'argent qui ne sont pas éternelles, ceux qui liront ce livre liront ce que pensent des experts. L'Algérie aujourd'hui n'a ce qui explique les articles du Figaro d'il y a une semaine, quand il dit la France a peur de l'Algérie. C'est-à-dire que si les appréhensions et les projections des spécialistes français, pas seulement, se réalisent, nous aurons un scénario à la syrienne au bord, à 1 heure de la France. Pour l'instant, les dirigeants algériens jouent avec les mots et le temps, c'est-à-dire qu'ils rassurent, mais en fait c'est des fabulations. L'Algérie est bel et bien en faillite. Pourquoi? Comment nous en sommes arrivés là? Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Mais la réponse qui me semble principale et déterminante, c'est la nature de l'indépendance que nous avons eue. L'indépendance
a été obtenu sans démocratie, sans un État démocratique. J'ai vu que l'association avait ramené un livre qui s'appelle La Parfumeuse, qui raconte la vie de la femme du fondateur du mouvement national algérien, Messali Hadj. Et cette femme est la principale architecte de l'avenir de l'Algérie. Elle s'appelle Émilie. Et elle a imprimé son regard en 1927, dans ce qui est appelé aujourd'hui le principal document du nationalisme algérien, Messali Hadj, moi j'écris que c'est Émilie qui l'a tracé l'avenir de l'Algérie tel qu'il le voyait. C'est-à-dire l'indépendance, mais pas seulement. Il prévoyait un État indépendant en 1927, c'est-à-dire il y a presque un siècle. Un État indépendant, mais qui serait sous la direction d'une assemblée élue au suffrage universel, une assemblée constituante, qui désignerait un État démocratique. En 1954, quand a éclaté l'insurrection, on a revendiqué l'indépendance. Il y a eu une rupture dans le mouvement national. On ne revendiquait que l'indépendance sans les structures et les institutions démocratiques. Résultat, voilà 55 ans que nous sommes indépendants et qu'il n'y a ni programme, ni projection dans l'avenir. Le citoyen a été complètement mis à l'écart de la gestion des affaires de la nation, ce qui nous amène à la faillite, puisque nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons gaspillé l'argent des réserves pétrolières qui n'existent plus, d'ailleurs, qui sont de moins en moins présentes, sans que nous ayons substitué une industrie, une agriculture, une économie de substitution à cette richesse éphémère. Pourquoi ? Parce que chez nous, il n'y a pas de gouvernance. On exerce le pouvoir. On ne projette rien. Tout l'argent du pétrole a servi à acheter la paix sociale, c'est-à-dire des transferts sociaux, des subventions, des malversations, puisqu'il n'y a pas de contrôle, parce que la population ne contrôle pas la gestion de son propre de son pays. On va en parler, Mohamed. Le livre que vous pouvez acheter, il sera dédicacé par notre invité et puis coécrit avec 5 auteurs. Donc il y a 5 Algériens, un Français, qui s'appelle Novembre 54 et la faillite démocratique. J'aimerais bien qu'on parle de la déclaration du 1er novembre 54. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le contenu ? Oui, il y a un article sur la déclaration du 1er novembre 54. Justement, c'est dans la déclaration du 1er novembre qu'il y a nettement une rupture avec ce qui s'est produit dans le mouvement national. Brièvement.
le mouvement national algérien, depuis 1923, date de la création de l'État nord-africain, premier parti qui revendiquait l'indépendance. Depuis 1923 jusqu'en 1954, il n'y avait qu'une seule formation politique qui exigeait l'indépendance. Tous les autres partis ne demandaient que l'intégration à la France. C'est cet État nord-africain qui deviendra ensuite PPA, Parti du peuple algérien, PMTLD, etc., qui prendra le dessus et qui au terme de discussions, de disputes de clans, va sortir le FLN. Mais dans la déclaration de novembre, on ne parle pas de la démocratie. Ou alors, en un seul, très brièvement. Ce qui était très important, c'était l'indépendance. Dans l'esprit général, l'indépendance ne pouvait être que démocratique. Il y a eu un putsch en 1962. Tout est venu de là. Un putsch, c'est-à-dire que l'armée a mis à l'écart le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Elle a pris de force le pouvoir. Et depuis 1962, nous vivons dans un État policier. Une sorte de dictature qui dit pas son nom, une autocratie, une autocratie qui se renouvelle régulièrement et qui a oublié de gérer le pays pour l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Dans un pays démocratique, qu'on peut citer la France, les citoyens ont un droit de regard par le biais de leurs élus, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Chez nous, on n'a aucun droit. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est ubuesque. On ne sait pas qui gouverne, puisque nous avons un président qui est malade, qui ne bouge pas, qui est impotent. Nous ne savons pas où est parti l'argent des exportations. Personne ne peut répondre à des questions fondamentales. Voilà en fait la fausse indépendance. Peut-être dans la discussion tout à l'heure, on détaillera certains. Ces précurseurs de novembre avaient-ils un projet de société, Hassan? Oui, c'est la question. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'ils avaient... D'abord, il faut remarquer, c'est leur jeunesse. On a tendance peut-être avec le recul, 50 ans après, de porter un jugement. C'est que le plus vieux d'entre eux avait 37 ans et le plus jeune 27 ans. Ceux qui ont fondé le FLN en 1954. Donc ils étaient 6, ensuite 3 autres se sont joints au groupe. Et c'est un groupe qui est venu, qui avait pour programme unique, l'indépendance. C'est-à-dire que on déclenche une guerre de libération, le peuple marche, et une fois qu'on aura obtenu, disons, l'indépendance politique, on passera à autre chose. Évidemment, dans tout processus révolutionnaire de guerre de libération, comme a dit je ne sais pas qui d'ailleurs, il y a ceux qui déclenchent, il y a ceux qui arrivent. Ce n'est pas les mêmes qui sont au début, c'est les mêmes qui arrivent à la fin. Donc ça a drainé quand même des couches sociales, des paysans, ça a fait surgir d'autres groupes sociaux qui sont arrivés. Le tout
avec toujours le même objectif, des règlements de compte, comme ça s'est passé dans beaucoup de mouvements historiques identiques. Je pense à 1789 par exemple. Même si c'était pas même si le contexte était différent. Donc il y a eu entre-temps d'autres groupes qui sont arrivés, d'autres qui ont pris le pouvoir et qui avaient d'autres objectifs, une autre vision de la société, une vision, disons, de la société. À un certain moment, ils voulaient, c'était aussi la tendance de l'époque, les années 60, la culture politique de l'époque, c'était le socialisme, donc ils ont dit nous allons faire le socialisme, mais sans avoir une idée précise de ce que c'est que le socialisme. Simplement un parti unique, et je peux le dire dans ce que j'ai écrit sur les précurseurs de novembre 54, ils avaient tous en tête, ils n'avaient pas en tête un projet démocratique multipartiste, ils n'avaient en tête qu'un, jusqu'en 62, une indépendance, un État et un parti unique. Et tout, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Ce n'est que par la suite, que certains d'entre eux ont adhéré à l'idéal démocratique. Gaït Ahmed en 63, Boudiaf, qui était le numéro 1 plus tard, Bembella en cours de route. Disons qu'ils avaient, par rapport à la démocratie, un rapport instrumental. C'est-à-dire, à l'époque, dans les années 50-60, ils n'y pensaient pas. Avec le recul, ils se sont découverts démocrates, etc. Donc, on est arrivé à cette situation. Bon, les choses, par la suite, ont évolué comme beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, puisque la question a été posée, c'était l'avenir. Alors, bon, quel avenir on a cru? Je passe... Oui, on va parler de ça, bien sûr, mais on va rester sur novembre 54 et l'histoire un petit peu de l'Algérie. Je vais passer le micro à Youssef. La même question. La même question. Donc, bonsoir. Donc, je voulais juste préciser par rapport à novembre, je crois qu'elle était, du point de vue du projet de société au lendemain de l'indépendance, elle a été mentionnée dans la déclaration d'une manière hâtive sur une Algérie démocratique et sociale. Et chose, je pense qu'il était, si on revient à certaines histoires, beaucoup de genoux, les petits soldats maquisards, ils croyaient à ça, ils croyaient à un avenir meilleur, ils croyaient à beaucoup plus sur des questions d'acquis. Ça veut dire l'école pour tout le monde, etc. C'était à l'époque les visions, mais comme il a écrit bien Abdelrahman Chergou, c'est un ancien officier de l'ALN qui a été monté au maquis en tant que lycéen à 16 ans. Il a été assassiné en 1994 par les terroristes. Demain reste toujours à faire parce que tous les rêves rêvés par ça, sont évaporés au lendemain de l'indépendance. C'est devenu aussi une guerre de clans et de régions. Et on connaît ce qui s'est passé en été 1962. D'autre part, pour expliquer ça, je reviens aussi sur le concept lui-même, parce qu'il y avait un débat à certains moments entre des hommes, aussi des historiens, etc., sur la question, est-ce qu'on peut l'appeler une guerre de libération ou une révolution? Il y a beaucoup plus, je pense, sur la tendance, puisqu'il n'y avait pas de projet de société clair, etc., comme le disait Mohamed et Hassan, c'est qu'on a tendance à beaucoup plus à dire que c'est une guerre de libération, c'était pas une révolution parce qu'elle portait pas en son sein un projet clair au lendemain de l'indépendance. C'était beaucoup plus une question de pouvoir. Ce qu'a donné le pouvoir actuel, si vous permettez, c'est sa nature lui-même. C'est une nature aussi qui a montré sa nature régionale, autocratique. C'est un pouvoir aussi liberticide, comme disait Hassan. C'est une vision de parti unique, pensée unique, qui a, avec le développement, on risque actuellement d'avoir une succession dynastique dans la famille
C'est ça le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est on risque d'avoir un pouvoir dans le cadre de la dynastie, l'institution de la dynastie, le frère du président, qui est déjà, je crois, personnellement, ma conviction, qu'il est déjà président de fait, sans que la Constitution lui confère ce statut depuis 2005. Et il est président de fait, c'est lui qui est transmis, c'est lui qui dirige le pays. Malgré que la Constitution, d'ailleurs, ce qui nous amène peut-être à poser la question, on discute tout à l'heure, à propos de la nouvelle Constitution qui a été adoptée dernièrement. Le problème dans ce pouvoir de cette nature, on a eu toutes les lois démocratiques qui permettent d'organisation, de manifester, de créer des journaux, mais le pouvoir, il peut à tout moment violer la Constitution et ses lois. Vous avez droit à tout, mais vous n'avez rien, vous n'avez aucun droit. Parce que c'est un pouvoir, tant que la nature du pouvoir qu'elle n'a pas changé dans sa profondeur, dans son essence, ça veut dire, c'est quoi? C'est une séparation du pouvoir, une justice indépendante et des contre-pouvoirs forts. C'est la seule manière, ça indépendant. Ils peuvent voter toutes les constitutions du monde, ça ne changera rien du tout. Merci Youssef. Vous avez mais vraiment un tableau très noir de tout FIC à l'État ruiné, un gouvernement imprévoyant, une gouvernance archaïque, un président malade, le pétrole en baisse, les caisses se vident, le retour du FMI, effondrement du pouvoir d'achat, la colère de la rue, la réaction de l'armée. Mohamed. Non, c'est effectivement une situation noire, mais dans le livre, il y a des experts algériens et étrangers qui proposent des solutions, qui analysent l'avenir sous un angle moins sceptique, mais qui posent une condition. Tout le monde est d'accord. On peut échapper au pire à condition de changer de gouvernance. Parce que tant qu'il n'y a pas d'implication des forces vives de l'Algérie dans la gestion de l'Algérie, il n'y aura rien. Mais qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui ? Sur quel plan ? Sur tous les plans économiques. C'est le résultat de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer par une baguette magique. Il y a une fausse... ça s'appelle la République algérienne démocratique populaire. Mais c'est plus une fausse république. C'est une fausse république, c'est-à-dire qu'elle a des lois, comme a dit Youssef, bien écrites. Un président qui, lorsqu'il avait la possibilité de parler, qui s'exprimait très bien, que les gens applaudissaient. Dans un pays où la tradition politique était plutôt morose, et il faisait rire les gens. Mais tout ça, c'était du vent. C'est-à-dire que les institutions algériennes héritées de l'indépendance ne sont pas efficaces, ne sont pas fiables, parce qu'elles ne sont pas sous le contrôle de la population. Les élus il n'y a pas d'élection libre, il n'y a que de la fraude. Il y a automatiquement une séparation tragique entre le sommet et la population. Dans les pays démocratiques, c'est la population qui contrôle le gouvernement. Chez nous, c'est le pouvoir qui contrôle la population, de peur qu'elle ne bouge.
qu'elle fasse des choses qui ne sont pas inscrites dans son intérêt. Et oui, la situation est noire parce que c'est les chiffres qui le disent, c'est les faits qui le disent. Aujourd'hui, pour illustrer les recettes après la chute du prix du brut, les recettes à l'heure actuelle sont de l'ordre de 40 milliards de dollars. Les importations, seulement les importations sont de 53 millions de dollars. Donc il nous faut toujours prendre des réserves pour le minimum, c'est-à-dire pour les importations. Comme en 55 ans, on n'a pas bâti une économie, même pas une économie, je ne parle pas d'une économie moderne, je parle d'une économie tout court. Donc il n'y a pas de moyen de trouver du travail à la jeunesse qui est majoritaire en Algérie. Il n'y a pas de moyen de substituer les exportations de pétrole par d'autres exportations. On n'exporte que quelques dates et je ne sais pas quoi. La pomme de terre de Je vais... Voilà. Question à Hassan. Alors, pourquoi cette crise et jusqu'où ira-t-elle? Et comment s'en sortir? Je crois que pour que les gens, ceux qui nous écoutent aient une idée claire, faire un peu, disons, un point de situation. À la fin des années, disons, 99, on croyait être... L'Algérie a vécu pendant les années 90 une situation difficile, comparable à celle que vit l'Irak et même, je dirais, la Syrie, c'est-à-dire il y a eu plus de 100 000 morts, une guerre civile, des massacres, des assassinats d'intellectuels, une guerre qui s'est passée presque à huis clos, peu médiatisée, personne n'en parlait ici, parce qu'il était à l'époque de bon ton de dire que ceux qui tuent, ce sont les militaires et pas les autres. C'est un peu l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, est arrivée donc la démission du président Zeroual, l'arrivée de Bouteflika, qui est arrivé, disons, avec de bonnes intentions. Il voulait faire la paix civile, etc., en amnistiant tout le monde, amnistiant même les pires criminels qui existent dans ce pays. Et il a promis beaucoup de choses. En parallèle, on a assisté à une montée des prix du pétrole, à une montée vertigineuse. C'est passé de 20, 25, 40 jusqu'à atteindre 140 $, et on parlait même de 200 $. Et donc, l'Algérie a vécu dans cette illusion, avec des rentrées financières considérables, à tel point, je donne un chiffre, en 15 ans, le pouvoir algérien a engrangé plus de 700 milliards de $. Vous savez ce qu'on peut faire avec 700 milliards de $? 700 milliards de $ en 15 ans. 700 milliards de dollars en 15 ans, avec des réserves de change, c'est-à-dire un compte bancaire comme chacun de 200 milliards de $. Et il a vécu dans cette vision du tout pétrole, où on pouvait tout régler, acheter la paix sociale, à chaque fois qu'il y avait des grèves, des manifestations, des émeutes, parce que c'est ça aussi, l'Algérie est rythmée par une série d'émeutes sociales, comme on dit chez nous, celui qui a mal à la tête, il brûle la mairie. C'est comme ça que ça se passait en Algérie. Quand il y a un mécontentement, si le maire ne répond pas pour satisfaire les besoins, on incendie la mairie. Et il y a eu, par exemple, dans l'année, je donne un chiffre, en 2011, juste avant ce qu'on appelle le printemps tunisien,
c'est des chiffres de la gendarmerie algérienne, moi je pense que c'est encore plus, 10 400 émeutes sociales à travers l'Algérie. Quelque chose de plusieurs milliers de grèves dans les entreprises un peu partout. Mais le pouvoir algérien continuait, à coup de subventions sociales, de calmer le jeu. Des enseignants en grève, on multiplie par 4 le salaire. Je ne blague pas, mais c'est vrai. On multiplie les salaires, on satisfait des employés municipaux s'arrêtent de travailler, on augmente les salaires, sans se soucier du lendemain parce qu'ils étaient dans une vision que j'appellerais une imprévoyance politique, que le baril, le prix du pétrole va continuer à grimper, va rester à plus de $100. Et puis le président algérien, Bouteflika, n'arrêtait pas de répéter à tout le monde, nous avons 200 milliards de réserves de change. Après l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le Qatar, c'est l'Algérie qui a les plus grosses réserves de change du monde arabe. 200 milliards de dollars, donc on peut voir clairement. Et au lieu donc de mettre en place, grâce à cet argent, ce qu'on appelle une politique alternative de penser à l'après-pétrole, on a dépensé cet argent uniquement dans des projets de prestige, comme par exemple la plus grande mosquée au monde qui est en train de se construire, qui va coûter quelque chose 4 milliards de dollars, alors que la Casbah d'Alger est en train de s'effondrer. Avec 300 millions de dollars, on peut restaurer le vieux Alger. Non, on va faire cette grande mosquée qui va avec le plus haut minaret du monde, qui va accueillir 100 000 fidèles. J'ai jamais vu, moi, une mosquée, même à la Mecque, il n'y a pas 100 000 dans une cour, 100 000 fidèles, etc., sans se soucier même de la sécurité aérienne, parce que l'aéroport est à côté. Avec un minaret qui fait 300 mètres, moi je suis sûr qu'un accident arrivera très vite, il y aura bientôt un avion qui va finir par rentrer dans ce minaret. Donc on est arrivé, on a jeté comme ça des milliards dans des opérations de prestige, au lieu de bâtir ce que j'appelle un plan B, une économie alternative, préparant le tout pétrole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la chute du prix du baril, qui passe de $150 à $30, aujourd'hui, l'Algérie n'a plus les moyens. À terme, ils sont en train de puiser dans les réserves de change, ils sont en train de fondre. D'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de sous. Elle n'aura plus les moyens de financer la paix sociale, et à ce moment-là, on va être devant une situation assez grave avec un État avec un pouvoir qui est complètement coupé de la réalité, complètement coupé du peuple, avec des fractures sociales qui sont en train de s'aggraver, une fracture sociale qui s'aggrave, une situation économique désastreuse à tous les niveaux. On va se retrouver donc avec... Et puis, on a habitué les Algériens à une vie factice. On se balade dans Alger, il y a le métro, il y a des trains, il y a des autoroutes, et des magasins remplis, une importation incroyable. C'est devenu une société de consommation virtuelle, où on dépense avec une espèce de classe sociale parasitaire qui s'est constituée en 15 ans, qui a pris les choses en main, vivant uniquement de l'import-export, des milliardaires. C'est un pays où il y a plus de 40 milliardaires, alors qu'il n'y en avait presque pas dans les années 80. Il y avait des millionnaires. Aujourd'hui, il y a des millionnaires. Je donne 40, c'est le dernier chiffre. C'est un chiffre que je connais. Le chiffre a dû être augmenté avec une espèce de classe d'oligarques, c'est comme ça qu'il faut les appeler, des oligarques qui ont pris les choses en main. Ce n'est plus l'armée qui dirige, c'est cette classe affairiste soutenue par l'Europe, il faut le dire, qui est en train de prendre les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de faire un coup d'État comme dans les années 60, parce qu'on est dans une situation qu'on appelle la mondialisation, de rapport de dépendance, et parce que l'Europe, l'Occident, ne voudra pas qu'il y ait un coup de force militaire. Ces gens qui sont en train qui ont pris en main l'État algérien, cette classe d'oligarques, grâce à qui des entreprises étrangères viennent et pillent le pays. On vend n'importe quoi aujourd'hui en Algérie. Mais il va arriver un moment où il n'y aura plus d'argent et on va passer à une autre phase qui s'appelle la phase de l'endettement et la phase de la dépendance. Et à ce moment-là, on va dicter la voie à suivre. On aura un pays qui sera dans une situation, disons, totalement colonisée, si on veut. Il faut l'appeler comme ça. C'est ça ce qui...
effectivement, il y a des gens, ça bouge aujourd'hui en Algérie, il y a des débats, il y a des gens qui essayent de dire il faut construire autre chose, mais on ne peut pas construire autre chose avec le pouvoir actuel. Pour moi, ça reste quand même un principe de base. Il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie. La démocratie est la condition du développement, et non pas l'inverse. On ne peut pas comme ça continuer, à coup de décret, à coup d'injonction, de diriger un pays et de vivre entre soi. Parce que ce régime qui dirige, où il vit dans un quartier qui s'appelle Club des Pins, entouré d'un mur. Ils sont entourés d'un mur. Personne ne peut rentrer dans cette espèce... j'appellerais ça, je ne sais pas quoi, de bunker de luxe, coupé. Ils ne voient le pays qu'à travers les vitres fumées de leurs bagnoles de luxe, de leurs bagnoles blindées. Ils n'ont pas de contact avec la population. Ce que je dis est grave et peut-être dramatique, mais c'est ça la réalité. Mais je ne pense pas. Mais je pense qu'on a des ressources parce que bon, il y a quand même des forces, il y a des ressources, il y a quand même. Ça n'a pas été tout à fait négatif. C'est quand même un pays où il y a 1 million d'étudiants et des universitaires. Où il y a le plus grand nombre de diplômés chômeurs du Maghreb. Pas le Maroc, c'est en Algérie. Des ingénieurs qui ne trouvent pas de boulot, des informaticiens sans travail, des médecins sans boulot. Il y a des médecins, des médecins chômeurs qui sont... quand on était au matin, on avait des agronomes journalistes parce qu'il n'y avait pas de boulot, ils ne trouvaient pas de travail. Et on arrive avec plein de gens que ça. Je pense qu'avec ces gens-là, s'il y avait demain des forces, c'est le drame aussi, c'est qu'on a une opposition hybride qui, elle aussi, n'a pas été à la hauteur, n'a pas su capter la demande sociale, n'a pas su capter les aspirations de cette jeunesse qui monte pour les transformer en acquis politiques et amorcer le changement. Voilà. Merci Hassan, c'était très... Là, c'était clair. On va passer la parole à Youssef et après, donc, on va laisser le public poser ses questions. Moi, je voulais aborder un autre angle, surtout la régression qu'on connaît à partir de 1999. C'est la vision du pouvoir qui a changé. Parce que c'est un pouvoir qui est devenu beaucoup plus... C'est une propriété, aussi une privatisation du pouvoir. C'est ça, je parle de l'angle politique. C'est cette vision que le pouvoir il a fait depuis qu'il Bouteflika est au pouvoir, c'est qu'ils n'ont fait que gérer le pouvoir. Et d'ailleurs, on le remarque aussi, en cédant la société à l'islamisation. Actuellement, l'islamisme qui a été battu d'une manière sur le plan militaire, il reprend, il a la rue, il a l'école, il a les journaux, il a la télévision. C'est cette réalité avec Bouteflika. En même temps, la régression, une certaine conception qui a évolué dans le pays par rapport à la conception de l'État, comme un État impersonnel, qu'un État... L'État est devenu, d'ailleurs, absent quand il s'agit, d'ailleurs, dans le cadre de la démocratisation qu'on appelle la seule démocratisation qui a été réussie, c'est de la corruption. Du haut qu'il prend beaucoup jusqu'au petit hameau qui peut, etc. C'est devenu l'État. D'ailleurs, on voit l'État d'anarchie. Tout à l'heure, on parlait de l'urbanisme et de l'architecture. C'est un État d'anarchie. L'État n'est présent comme instrument de répression quand il y a une manifestation démocratique ou revendicative. Là, l'État est présent. Maintenant, Alger, les quartierisés, retour du tribalisme, retour. Alger par quartier, tu rentres pas, tu manifestes pas dans mon quartier. On a vu pendant les événements 2010, 2011, où les quartiers sont tenus par des voyous, des nerveux au service du pouvoir. C'est devenu cet État. Et on a vu ce qui se passait à Ardea aussi. On recule, le recul du point de vue de la conception d'État, c'est ça ce qu'il a créé, le pouvoir de Bouteflika, où il n'a pas la seule chose, il gère le pouvoir, il n'a aucune stratégie économique, je dis qu'il a la seule stratégie, là, qui des plans et des complots pour se maintenir au pouvoir et assurer la succession.
je voulais aussi, parce que c'est un pouvoir qui, en réalité, pour schématiser, il existe. On a, la dernière semaine, l'événement, c'était le journaliste de l'INTV Canal Algérie qui a été suspendu ou licencié parce que, entre guillemets, il aurait fait une erreur professionnelle et n'a pas cité la fonction du président de la République, il a cité que son nom lors du journal télévisé. Et c'est déjà, c'est édifiant comme cas, parce qu'en réalité, ce pouvoir, il n'a pas, comme il disait Mohamed, la légitimité populaire, mais il n'a que l'image qui lui renvoie à la télé. C'est cette image, c'est pour ça qu'il maintient la télé, c'est ça, cette image qui lui renvoie à la télé. Et se voit dans la télé, l'image qui lui renvoie. On est face à un pouvoir qui ressemble beaucoup plus à des pouvoirs de l'Amérique latine dans les années 60, etc. Merci Youssef. Donc nous allons passer à des questions dans la salle. Merci beaucoup.